Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Je me trouve dans le canton du Valais et plus exactement dans le Chablais, dans le village de Vernaya. Aujourd'hui, je te propose d'aller à la rencontre de David Voidance et de sa compagne Émilie Progin, tous deux artistes indépendants, exerçant sous leurs enseignes respectives, Dvalar Art et Naki Panda, afin qu'ils nous partagent leurs passions et métiers, ainsi que leur philosophie de vie. Alors si, tout comme moi, tu as envie de découvrir leur art et d'en apprendre plus sur leur parcours en tant que couple d'artisans, eh bien écoute, le plus simple, c'est qu'on aille à leur rencontre. C'est parti, suis-moi. Et salut, en seulement. Salut David. Et hello. Salut Émilie. Bonjour. Je voulais vous demander, David et Émilie, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Bien sûr, je m'appelle David Voidance, alias Dvalar Art. Je suis artiste illustrateur et professeur de dessin chez The Art of Gagel. J'ai un grand univers autour des mythes et légendes. Je travaille notamment de temps en temps pour le Riviera Chablais Hebdo, qui est un journal de la région, quand ils ont une légende à illustrer. Je travaille également une fois par année pour les archéologues de Martigny. En fait, une fois par année, on a une grande exposition sur un thème donné pour vulgariser, entre guillemets, l'archéologie aux enfants. Et pour toi Émilie? Moi, je suis Émilie, alias Naki Panda, et je suis une illustratrice et une créatrice de peluches. Et mon univers, c'est le cirque. J'aime bien mélanger le mignon et le flippant dans mes peluches avec les yeux en bouton. Entre l'illustration, la réalisation de BD et puis les formations, comment tu gères de passer d'un travail solitaire à une classe où justement tu enseignes? Ouais, en fait, ça se passe assez naturellement. Parce que dans l'idée, quand j'enseigne, on a toujours 45 minutes théoriques où on voit un sujet et 45 minutes libres où les élèves peuvent vraiment dessiner pour eux et je peux les coacher. Donc en fait, ce que je fais, c'est que souvent, soit entre les cours, je travaille un petit peu sur mes mangas et puis mes illustrations et ma bande dessinée. Et également, pendant les cours, pendant la partie libre, je peux montrer un petit peu le métier d'illustrateur à mes élèves pour le montrer tel qu'il est. Et puis, est-ce que tu ressens quelque chose de spécifique qui t'apporte quelque chose avec tes élèves? Je ne sais pas, par exemple, notamment de leur montrer des projets qui sont personnels, à travers lesquels tu peux justement enseigner, mais aussi d'avoir leur retour par rapport à ça. Totalement, parce que je montre souvent l'avancée du projet à mes élèves. Donc, je leur demande souvent leur avis. Par exemple, je leur propose 3 versions du même logo. Je leur dis, qu'est-ce que vous préférez entre les 3 logos? Et en même temps, ça travaille un petit peu leur œil d'artiste pour vraiment développer leur style graphique. Ton univers mêle à la fois le dessin 2D et les peluches qui, elles, sont en 3D. Est-ce que c'est une volonté justement d'avoir des personnages que tu as envie d'avoir vivants, le fait de faire ça? Oui,
exactement, parce que tous mes personnages, en fait, ils ont tous des histoires et des noms et tout ça. Et j'avais vraiment envie de trouver une façon de les donner vie, qui soit tangible. Je voulais encore vous demander, avec le temps, est-ce que vos influences participent au monde de l'autre, de chacun des univers? On retrouve quelque chose de ce que l'autre crée, etc. Oui, bien sûr. En fait, au fur et à mesure du temps, on a créé le stand Animal Freak Show, qui est notre stand qu'on propose dans les conventions, où on va lier vraiment mon univers autour des cabinets de curiosité et également l'univers d'Emily autour du cirque, des peluches mignonnes un petit peu creepy et tout ça. Donc ça fait un gros mélange qui est très unique et ça plaît beaucoup au public. Oui, et en plus, puisque on travaille beaucoup ensemble, il y a beaucoup nos styles qui se sont un peu entremêlés avec le temps. Donc, en fin de compte, c'est une super synergie. Exactement. Pourriez-vous, chacun après l'autre, nous présenter votre univers respectif? Oui, bien sûr, avec plaisir. Viens seulement avec moi. Donc j'ai un grand univers autour des mythes et légendes. Je m'inspire d'anciennes croyances pour créer des illustrations et des histoires. Au niveau de mon processus créatif, je fais tous mes croquis en traditionnel, puis je les scanne et je les retravaille en digital. Comme par exemple ici, où là on retrouve le personnage principal de ma bande dessinée, parce que je suis également auteur de bande dessinée. Je travaille sur mon premier album en ce moment qui s'intitule Dvalar Corbeau et les contrées de l'entre-jour. On y suit un explorateur qui est Dvalar, qui cherche à prouver que les sorcières, la sorcellerie et les bêtes mythologiques existent toujours dans notre univers. Et il se retrouve dans un monde extrêmement mystérieux et cryptique, et il doit résoudre beaucoup de mystères. Et puis ça s'adresse à tout public? Exactement, en fait ça s'intéresse autant aux enfants qu'aux adultes, parce qu'avec un style cartoon comme le mien, je peux raconter une vaste palette d'histoires, même si on part sur des histoires assez sérieuses, bah le côté cartoon va adoucir un peu le ton autour de tout ça. Et d'où t'es venue l'idée de créer tes propres bandes dessinées? En fait, tout jeune, j'ai lu beaucoup de bandes dessinées et je me baladais beaucoup en forêt également. Et je lisais des histoires comme Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, et j'ai été beaucoup inspiré par cet univers de fantasy, notamment par les œuvres de John Ho, qui est l'illustrateur qui a créé l'univers graphique autour des œuvres de Tolkien. Et j'ai appris le dessin avec ça. Au tout début, j'avais pas tellement les capacités de retranscrire mes idées sur le papier, parce que je faisais que de recopier des illustrations. Mais au fur et à mesure, bah, j'ai appris à dessiner et à retranscrire mes idées directement sur le papier. Et tu as suivi par la suite une école? Exactement, j'ai fait une école d'art pendant 4 ans où j'ai suivi une formation qui m'a permis d'apprendre les arts narratifs, d'apprendre également les bases de dessin et ça m'a permis de créer l'univers de bande dessinée de Dvalar Corbeau. Par rapport à l'école, on entend souvent dire que le fait de faire une école, si par exemple elle a duré 4 ans ou 5 ans, il faut presque autant d'années pour trouver son chemin, en fin de compte, comment dire ça, de sortir un petit peu du carcan que les professeurs nous ont appris. Est-ce que c'est aussi ton ressenti? Oui, c'est assez la réalité. Pourquoi? Parce que en école d'art, on apprend vraiment les bases, mais ça nous apprend pas tellement à créer notre propre univers graphique. Donc c'est à nous de prendre le temps qui nous est mis à disposition pendant cette école d'art pour créer notre propre univers. Et concernant l'histoire que tu es en train de mettre en œuvre, Mhm. sans forcément tout nous raconter, euh, est-ce que tu pourrais en quelques mots résumer ou nous faire envie, en fin de compte, d'attendre la parution de ce livre? Bien sûr. Donc on suit les aventures de Dvalar Corbeau, qui a perdu très jeune ses parents. Et ses parents, en fait, ils faisaient des recherches autour des sorcières et de la sorcellerie pour prouver que tout ça existe. Mais vu qu'ils sont décédés dans des situations très mystérieuses, bah, c'est Dvalar qui reprend le flambeau pour prouver que tout ça existe. Donc il va se retrouver dans un univers très mystérieux, où il va devoir prouver que les créatures mythologiques existent, parce qu'au tout début de la bande dessinée, il vient de prouver que les sorcières et la sorcellerie existent. Donc le grand scientifique en chef va lui demander de prouver que les créatures fantastiques existent toujours, parce que bah, c'est le deal. Il doit prouver que les sorcières, la sorcellerie et les bêtes mythologiques existent pour qu'il puisse connaître la vérité sur la mort de ses parents. Ok, ben écoute, et puis ça c'est un projet que tu penses réaliser ou finaliser plutôt Exactement, donc, quand? donc, alors là j'ai terminé tout ce qui est scénario, storyboard, également le crayonné de la bande dessinée.
Là, j'entame l'ancrage de toute la bande dessinée. Donc, comme on le voit juste ici, tac. L'ancrage avance très très bien. Je suis à la page 26 sur 166, donc il y a encore beaucoup de travail, mais ça avance gentiment. Je pense que d'ici une année à une année et demie, j'aurai entièrement terminé la bande dessinée. Maintenant, par rapport à tout ça, est-ce que tu essayeras de t'auto-éditer ou tu devras faire appel à des éditeurs déjà connus et bien placés sur le marché? Oui, donc là, j'ai deux grandes solutions. Donc soit je pars en auto-édition et je fais tout moi-même, soit je pars en édition et je discute justement des droits du personnage au niveau de Valar Corbeau. Ça, c'est en discussion. J'envoie en ce moment même quelques dossiers d'édition à certaines maisons pour voir un petit peu ce qu'ils auront à me dire. Et tu peux nous parler un petit peu du processus par rapport au scénario, l'ancrage, la colorisation? Donc, en bande dessinée, il y a différentes étapes. On commence d'abord par faire un scénario qui doit être très fourni. Le scénario, on doit le travailler avec des dialogues parce qu'on n'écrit pas une bande dessinée juste avec des cases de narrateur. Donc, c'est très important d'avoir l'entièreté du scénario page par page où on a nos dialogues, nos cases narrateurs, qu'est-ce qui se passe également sur la bande dessinée. Ensuite, je vais prendre ça pour pouvoir faire du character design, où je vais designer mon personnage principal, les personnages secondaires, également la tête un petit peu de tous les personnages secondaires. Quand j'ai fait ça, je vais passer au crayonné de ma bande dessinée. Donc, je vais gentiment travailler le storyboard en parallèle. Donc, le storyboard, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée initiale de la page de bande dessinée. Je vais prendre chaque page de scénario que je vais décomposer dans mon storyboard. Et puis dans le storyboard, on réfléchit également au découpage de la bande dessinée. Donc, c'est quelles têtes auront les cases de ma bande dessinée. Et puis quand j'ai fait tout ça, je peux passer à l'ancrage où je travaille mes personnages tout proprement. Puis quand j'ai terminé l'ancrage, je peux passer à la colorisation, puis à la mise en page de la bande dessinée. Et puis au fur et à mesure, on a la bande dessinée entière. Concernant les illustrations que tu réalises, y a-t-il un domaine spécifique dans lequel tu exerces? Alors, au niveau de mes illustrations, donc moi je suis spécialisé dans un style cartoon, comme des animations par exemple. Donc, moi mon domaine de prédilection, ça reste quand même la mythologie et la légende. Donc je vais illustrer une demande par rapport à un client. Là par exemple, c'était un temple de Jupiter qui existait pendant l'ère romaine à Martigny, au centre de Martigny. Donc on retrouve les personnages principaux qui sont des enfants, la statue au niveau du personnage. Et en fait, quand on procède en illustration, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un croquis en traditionnel, comme pour la bande dessinée. Puis on va le scanner. Sur ce croquis, c'est important de réfléchir à une composition. Donc on va essayer de mettre en avant certains éléments pour guider l'œil du lecteur. Par exemple, au niveau d'une illustration comme ça, je vais chercher à guider l'œil du lecteur au niveau des enfants, puis par exemple au niveau du ballon, puis pour revenir au niveau de la statue. Comme ça raconte une histoire. Pour rebondir sur tes illustrations, est-ce que tu aurais des exemples que tu pourrais nous montrer de ce que tu as réalisé? Oui, bien sûr. Je travaille notamment de temps en temps pour le Riviera Chablais Hebdo, qui est un journal de la région. Là, par exemple, il m'avait demandé de faire une illustration autour de la légende de la Wivre de Vouvry. Je ne sais pas si vous connaissez, mais dans le village de Vouvry, quand vous montez un tout petit peu dans la montagne, il y a le lac de Tannay. Et selon la légende, dans ce lac, il y aurait une Wivre qui veillerait sur un trésor. J'ai fait une autre illustration pour eux autour du mythe d'Hugonette. En fait, ce mythe-là raconte une femme qui voulait défendre son village contre des méchants envahisseurs dans le village de Trois-Torrents. Est-ce que dans ta bande dessinée, tu le travailles un petit peu comme tu l'as fait et comme tu nous l'as expliqué justement sur les traces d'Hugonette, tes personnages par rapport à justement ce côté mythologique, comme tu as pu un petit peu nous le citer. Mais au-delà de ça, est-ce que tu implantes à chaque personnage une histoire qui te sert après justement au côté narratif? Oui, bien sûr. Là, par exemple, si je prends l'exemple de ce personnage qu'on a juste ici, qui est un scientifique en chef, qui est le grand patron de Dvalar, qui va justement lui demander de prouver que la sorcellerie, etc., existe bel et bien. C'est un peu un espèce de bourreau parce qu'il connaissait très bien les parents de Dvalar à l'époque, et au fur et à mesure de son histoire, il est devenu un petit peu antipathique et méchant. Donc il va tout faire pour servir ses intérêts et manipuler un petit peu Dvalar.
Et également au niveau du character design, donc la conception du personnage, je vais essayer de raconter une histoire. En fait, au niveau du character design, quand on compose un personnage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se fier à des formes de base, par exemple avec un carré, un triangle ou bien un rond, qui vont symboliser en fait le caractère du personnage. Si par exemple je prends le cas du carré, bah, on aura un personnage très rigide. Si je prends le cas du triangle, on aura un personnage très méchant. Ou bien même un personnage assez rond aura un fond gentil. Donc qu'est-ce qu'on a là au niveau du scientifique en chef? On a un personnage qui est très rond, donc peut-être qu'il a un fond assez gentil, mais il a également des épaules très carrées, donc en fait il est très rigide et antipathique, mais pas profondément méchant. Donc ça va quand même à pas mal de détails en fait. Exactement, en fait on doit tout penser. Et puis l'histoire, par rapport à la question que je te posais tout à l'heure, euh, ça va assez profondément pour que tu aies, par exemple, une origine du personnage, ses antécédents, etc., ou pas? Bien sûr, en fait dans la conception de mon scénario, il faut savoir que mon histoire, au tout début, elle vient de mes rêves, c'est-à-dire que j'avais fait des rêves continus qui ont créé tout un univers, une histoire, et avec ces rêves, j'ai commencé à les écrire. Puis il y avait vraiment cet univers qui commençait à s'écrire. Quand j'ai voulu créer cette histoire, je me suis dit, il faut vraiment que j'ai quelque chose de cohérent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé tout d'abord le personnage de Valar, j'ai commencé un petit peu à l'écrire, puis je me suis dit, il faudrait quand même qu'il y ait une mythologie dans cet univers. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver des créatures qui existent dans la réalité, et ça serait cool de les lier un petit peu entre elles avec une histoire commune. Donc moi j'ai deux grands métiers, donc je suis artiste illustrateur et à côté je suis professeur de dessin chez The Art of Gagel. On enseigne notamment toutes les matières du dessin. Donc on a des cours collectifs qui se passent sur toute une année, on apprend vraiment toutes les bases du dessin. J'enseigne notamment sur Martini, qui est tous les mercredis après-midi. J'enseigne également toutes les matières du digital, donc l'illustration en digital, la modélisation 3D et l'animation, donc faire du dessin animé tous les jeudis soirs à Montaix. On a également des cours privés, on va vraiment voir toute la théorie que veut voir l'élève. On a également des stages qui se passent sur un après-midi ou quelques jours, où on va vraiment travailler un sujet donné. Par rapport à ces stages, est-ce qu'il y a une inscription qu'on doit faire? Exactement, en fait vous retrouvez tout sur le site theartofgagel.com où vous avez toutes les informations pour les cours collectifs, les cours privés et les stages. En principe, on a vraiment un sujet donné, donc ça peut être par exemple le dessin manga, la bande dessinée, le dessin digital. On a vraiment une grande variété de cours à ce sujet. Émilie, est-ce que tu pourrais nous présenter ton univers? Ah oui,
bien sûr. Alors moi, comme j'ai dit, mon univers, c'est vraiment, j'aime bien faire des peluches mignonnes et qui ont un petit peu un peu une double lecture un peu plus étrange, on va dire. Et ils viennent tous d'un univers que j'ai complètement créé, qui est un petit peu, on va dire, entre le rêve, un peu comme dans Alice où on tombe dans un trou et puis il y a tout qui devient différent. Et là, c'est vraiment un monde inspiré du cirque, avec des clowns, tout ça. Et du coup, j'en fais aussi des illustrations, aussi des cartes de tarot. C'est un jeu en cours de réalisation. Là, par exemple, il y a la carte du 10 de denier. Et il y a aussi ici la reine de coupe, le 10 de denier. Et puis, comme j'ai dit avant, qu'elles sont un petit peu spéciales. Là, par exemple, c'est une peluche. Elle a l'air toute mignonne avec le cœur comme ça. Mais si on regarde bien, en fait, elle prend son propre cœur. Et quel a été le déclic pour transposer tes illustrations en peluche? Eh ben, en fait, toutes mes peluches ont des histoires. Et j'ai en fait, dans cet univers, ils ont un peu toute leur place, leur histoire et tout. Et justement, je suis en train de faire une BD en ce moment qui raconte un petit peu l'histoire de cet univers ainsi des personnages que je fais en peluche. Mais pour l'instant, c'est un stade de croquis. Et d'où te vient ton inspiration pour créer justement tous ces personnages et cet univers? Alors, c'est surtout beaucoup des trucs que je regardais quand j'étais petite, sur Alice au Pays des Merveilles, vraiment, c'était un truc qui m'a beaucoup marqué. Et aussi la version par American Maggie. C'est un jeu vidéo du coup, qui est plus justement Alice, mais dans le côté horreur. Ça m'a vraiment inspiré dans mon univers. Et puis, pour les yeux en bouton, aussi beaucoup Coraline. Et puis, c'est vraiment... Mon univers, il s'est un peu créé comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est le procédé de tes réalisations? Alors oui, alors moi je commence avec un croquis. Du coup, il y a par exemple... Alors oui, celle-ci qui se retrouve là. Après c'est venu ça au final. Et ensuite, après avoir fait le croquis, je coupe tout le tissu. Enfin, d'abord j'en fais des patrons avec du papier journal. Et ensuite, je coupe tout le tissu. Je couds d'abord à la machine à coudre tout ce qui est assez grand parce que pour les petites comme ça, généralement tout est trop petit, du coup je fais directement à la main. Donc je fais des grands modèles et des petits qui sont un peu plus rapides à faire. En général, tu comptes à peu près combien de temps pour une peluche? Je dirais une moyenne. Alors, une grande peluche comme ça, s'il y a beaucoup de détails, ça prend environ 3 jours. Alors que les petites comme ça, c'est plus quelques heures. En tant que couple d'artistes, comment délimitez-vous en fin de compte l'espace privé du côté atelier alors que tout ça c'est sous la même coupole dans votre maison? Ouais, c'est marrant comme question parce qu'en fait, nous, vu que le métier d'illustration, de la création de peluches, c'est notre passion, en fait, on délimite pas trop dans le sens où on passe notre temps à créer et à innover et créer des nouvelles choses. Donc on soit qu'on aille se balader en forêt pour imaginer de nouveaux scénarios ou bien en créant par exemple de nouvelles peluches, bon, on est constamment en train de dialoguer pour faire de nouvelles choses. Et en plus, on crée beaucoup ensemble, du coup, on n'a pas autant de délimitation de temps de travail ni ça. Dans votre travail du quotidien, est-ce qu'il vous arrive justement de demander conseil mutuellement à l'un ou à l'autre, ou est-ce que c'est spontané, et puis est-ce que justement il y a une force, une synergie qui s'entremêle? Effectivement, comme je l'ai dit avant, en fait, c'est très spontané, c'est-à-dire que dès que l'un sait pas faire quelque chose, il va demander à l'autre. Donc moi, par exemple, si on commence certains domaines, c'est moins ma tasse de thé, donc je vais automatiquement demander à Émilie. Et puis également, quand on veut travailler des scénarios, on va souvent se balader en forêt, se demander mutuellement comment est-ce qu'on pourrait améliorer tout ça pour avoir quelque chose de vraiment très cohérent. Parce que nous, on aime bien aller au fond des choses au niveau des histoires. Et aussi, c'est important aussi d'avoir des avis dans nos idées. Des fois, elles sont pas claires et tout. Et avoir une autre personne avec qui parler, c'est bien. Ça permet d'avoir un petit peu plus de recul en fait. Oui, Exactement.
Puis suivant comment, on est toute la journée justement dans notre atelier, donc ça fait du bien de discuter un petit peu en extérieur. Dans ce même contexte, est-ce que ça arrive qu'il y ait l'univers de l'un qui pointe le bout de son nez dans l'univers de l'autre? Oui, bien sûr. En fait, au fur et à mesure qu'on développe un peu nos univers, il se peut que l'un des personnages de l'un de nous se retrouve dans l'histoire justement de quelqu'un, enfin entre nous. Ah, c'est assez fabuleux quand même. Et puis comment vous le vivez en fait, d'un coup d'avoir ce personnage qui apparaît alors que c'était pas attendu? Comment tu le vis toi? Moi perso, je le vis bien. Bah moi aussi, c'est marrant. Ouais, ça enrichit plus qu'autre chose tout notre univers graphique. Ah ben, en tout cas, vous êtes parent de pas mal de petites illustrations. Effectivement. Félicitations aux parents. Merci beaucoup. Ah, c'est génial. Pour vous, quelle est la plus grande force que vous pensez avoir, justement, quand vous avez une personne, en fin de compte, au bout de la table qui vous comprend et qui comprend votre univers? En fait, c'est une très grande force parce que ça va nous donner la motivation à pousser nos projets beaucoup plus loin. Et en plus, on a la chance d'avoir deux familles qui sont beaucoup derrière nous pour nous motiver et encore plus aller loin dans notre métier d'artiste. Et aussi, on a tous tout le temps un peu des moments où ça va un peu moins bien. Et du coup, surtout avoir une personne qui est aussi dans le métier et qui comprend ce qu'on vit, c'est bien pour nous donner le courage. Et le soir, arrivez-vous à vous déconnecter ou vos univers respectifs s'invitent justement aussi à la soirée avec vous? Alors, c'est une très bonne question. Je ne compte plus les fois où je me retrouve à 3 heures du matin avec un carnet de croquis dans le lit ou bien me relever carrément et aller dans l'atelier pour refaire quelque chose, retravailler quelque chose. Donc non, ça s'invite tout le temps au niveau de, de notre soirée. Ouais, même quand on regarde des séries, on est tout le temps un peu à analyser comment elles sont faites pour un peu avoir aussi les idées et tout ça. Exactement. Pour rebondir un petit peu là-dessus, par exemple, moi, quand j'ai commencé la bande dessinée, j'ai arrêté d'en lire. Pourquoi? Parce que je suranalysais tout au niveau de ma bande dessinée, je ne profitais pas de l'histoire. Et puis pour pas également biaiser un petit peu l'histoire de ma bande dessinée. Donc j'ai voulu totalement arrêter de lire pendant un petit moment et me concentrer sur mon scénario. Beaucoup de gens rêvent de vivre un peu comme vous, de leur art. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Quelle est la vraie réalité, les difficultés que vous rencontrez? Mhm. Alors, ce qui va se passer, c'est que moi, je travaille en tant qu'artiste illustrateur indépendant et professeur de dessin. Donc, j'ai deux métiers bien distincts, mais qui sont assez liés. Et ce qui va se passer dans le métier d'artiste illustrateur, c'est qu'on est constamment en recherche de nouveaux projets, de nouvelles idées pour pouvoir continuer notre métier, en fait. Donc, en quelque sorte, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Malheureusement, c'est terrible, parce qu'on est constamment en recherche de nouvelles choses. Mais il faut vivre son rêve et c'est un métier passionnant qui nous offre une variété de choses à faire assez énorme. Maintenant, dans ce que vous faites aussi, parce que là, il y a le côté conceptuel, mais je présume que vous faites des marchés, Exactement. il y a peut-être la rencontre aussi avec des éditeurs. C'est quand même une lourde charge, en fait. Oui, ça demande du temps et beaucoup de réflexion, surtout le soir. Je rebondis un petit peu sur la question d'avant. Donc on est constamment en train de réfléchir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait améliorer tout ça. Et également, on a développé le stand Animal Freak Show qui nous permet en fait de vendre nos œuvres. Donc on a un stand où, sur le thème du Freak Show, on allie vraiment mon univers des cabinets de curiosité et des légendes avec l'univers du cirque et d'Émilie. Donc c'est quelque chose qui a une très bonne synergie et qui marche très très bien au niveau du public. Et puis, au niveau des marchés, par rapport à ça, vu qu'on parle du public, ça vous permet aussi d'avoir un petit peu une zone de test par rapport au retour que Oui. les gens peut-être vous font directement quand ils vous croisent. Mhm. Les gens sont toujours très très réceptifs à notre art. Il y a beaucoup de gens qui reviennent à chaque fois dans les conventions pour nous voir un petit peu. Et donc, quand on finit une convention, en principe, on analyse un petit peu ce qu'on a fait, voir les meilleurs modèles qui fonctionnent, mais tout en gardant la liberté de faire un peu ce qu'on aimerait au niveau de notre univers. On ne va pas se cloisonner à quelque chose qui fonctionne au niveau marketing et communication. On aimerait vraiment créer nos propres choses, nos propres collections, sans forcément se soucier à fond de l'avis du public. Même si on a quand même 2-3 modèles qui fonctionnent très très bien et qu'on s'amuse toujours à refaire parce que le public les adore. Par rapport aux clients que vous rencontrez, est-ce que vous avez aussi des demandes personnalisées, je ne sais pas, notamment pour les pluches ou pour des illustrations?
Oui, bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent les gens viennent nous voir pour créer une peluche personnalisée. Par exemple, quelqu'un récemment nous a abordé pour faire une peluche de son chat récemment décédé. Donc nous, on va vraiment analyser un petit peu le chat, comment est-ce qu'il les couleurs, est-ce qu'il a des longues moustaches, des longues oreilles. Puis nous, on va essayer de retranscrire ça au mieux pour le client. Donc on va lui proposer d'abord un croquis, un ou deux, ça dépend. Et on va vraiment regarder avec lui ce qu'on peut améliorer. Ensuite, moi, au niveau de l'illustration, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer aux clients, quand ils viennent me voir, plein de croquis différents, avec plein de compositions différentes, et on va essayer de discuter ensemble comment est-ce qu'on pourrait améliorer tout ça également, pour pouvoir avoir la meilleure illustration possible. Je voulais encore vous demander, dans l'année, vous avez certainement des périodes qui sont plus calmes. Comment vous les gérez? Oui, il y a par exemple l'été, on n'a plus vraiment beaucoup de marché, ou bien c'est beaucoup à l'extérieur, et puisqu'il y a beaucoup de canicules ces temps-ci, les gens y viennent pas trop. Du coup, ce qu'on fait, c'est surtout beaucoup de stock. On travaille toujours autant, mais du coup, on garde. On a aussi une boutique Etsy où on vend nos œuvres. Exactement. Et on a toujours les cours aussi. Ouais, exactement, on a toujours également les cours. Donc au niveau des cours, bah, c'est un peu plus calme pendant les vacances scolaires. Ce qui engendre automatiquement un petit peu de stress parce que bah, du coup, on n'engendre pas forcément d'argent pendant cette période-là. Mais c'est important également de bien relativiser et de se dire que de toute manière, l'argent va rentrer un tout petit peu après et que c'est très très important de bien travailler pendant ces périodes-là et de bien faire avancer nos projets. C'est pas forcément les vacances. Donc les gens, ils se disent, bon bah c'est des périodes plus calmes, ils sont en vacances, alors que pas du tout. On passe notre temps à travailler pour vraiment produire de nouvelles choses pour que ça soit à fond et tip top. En fin de compte, ça se lisse à travers l'année. Exactement. Si vous deviez définir votre philosophie de vie en un seul mot, je sais que c'est pas facile, mais ce serait quoi? Alors pour ma part, ça serait rêver, parce qu'il faut toujours continuer à rêver, vivre ses rêves, et puis toujours se donner à fond pour réussir ce qu'on a envie de faire. Et puis moi, ce serait plutôt l'harmonie parce que j'ai beaucoup deux univers un peu qui se combattent. Et puis faire mon monde, c'est un petit peu trouver une harmonie entre tout ça. Qu'est-ce que la liberté de créer vous apporte que vous ne trouvez nulle part ailleurs? Personnellement, moi, j'ai vraiment besoin de créer pour vivre. Si je m'enfermais dans un travail, on va dire normal, j'arriverais pas. Ouais, exactement, moi aussi. Et en l'occurrence, chaque fois qu'on part en week-end, par exemple chez les beaux-parents pour se détendre un petit peu, bah on n'a pas tellement l'occasion de travailler sur la bande dessinée, les peluches, et quand on revient, on se rue dans notre atelier pour continuer à travailler parce qu'on adore ça. Ah, ça, c'est une bonne drogue alors. Oui, À consommer sans modération. exactement, toujours se donner à fond. Quel message aimeriez-vous transmettre aux personnes qui nous regardent et qui aimeraient justement sauter le pas pour devenir indépendants et travailler dans l'art? C'est une question qu'on me pose régulièrement. Donc pour moi, il faut vivre ses rêves, travailler pour soi avant de travailler pour les autres, toujours se donner à fond et se donner un peu les moyens de réussir. Et aussi, pas attendre d'être parfait dans un domaine pour le faire, parce que sinon, on s'y met jamais. Exactement. Et puis un tout dernier mot pour la fin, si vous deviez donner conseil, enfin si on peut appeler ça comme ça, ou en tout cas les aider dans cette démarche, c'est un couple comme vous qui aimerait justement partager leur passion sous un même toit, parce que je pense que c'est pas toujours évident de conjuguer le privé et le professionnel. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Hmm. Tu le quittes. C'était la bonne question, hein? Exactement. Bah, de toujours s'écouter l'un l'autre, d'essayer toujours de s'entraider et de vraiment se donner le temps, même si on a un boulot où on travaille beaucoup ensemble, de toujours se donner un peu du temps, chacun pour soi, pour soit jouer aux jeux vidéo, lire une bande dessinée, ou bien aller se balader, voir des amis, parce que ça fait toujours un petit peu du bien, vu qu'on est constamment ensemble. Mais en tout cas, je vous remercie très chaleureusement pour votre accueil. Mais merci beaucoup. C'est vraiment une joie de découvrir vos univers respectifs.
Et puis, j'espère à tout bientôt. Merci beaucoup et à bientôt. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Je tiens à remercier très chaleureusement David Voidance et Émilie Progin pour leur chaleureux accueil et pour nous avoir permis d'en apprendre plus sur leur travail respectif, spécialisé dans l'illustration, la réalisation de bandes dessinées et la confection de peluches. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de la partager au plus grand nombre, de t'abonner, de me laisser des commentaires. Tout ceci contribue à renforcer la visibilité de la chaîne et elle en a besoin. Par ailleurs, je te rappelle que tu peux te rendre sur notre site internet www.regioneterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires concernant les vidéos que je réalise. Je t'invite également à me faire part de tes suggestions ou de me soumettre un artisan que tu connais et qui vaudrait la peine d'être mis en avant par le biais d'un reportage vidéo. Pour ceci, tu peux tout simplement m'écrire à info@regioneterroir.com. De plus, ça pourrait être l'occasion de nous rencontrer et ça, ce serait vraiment sympa. Voilà, en attendant la prochaine aventure, je te dis ciao et à tout bientôt. Prends soin de toi.